Voici donc quelques réflexions sur l'affaire Iman Khelif, la boxeuse algérienne championne qui a médaille d'or aux Jeux Olympiques en boxe dans sa catégorie, ainsi que la taïwanaise Lin. Les deux ont eu la même polémique. Les deux ont été soupçonnés d'être ci ou ça ou ci ou ça, selon les gens, selon la personne, selon finalement l'idéologie ou les préjugés des gens. Euh, voilà, on va en parler clairement, rapidement, pour certains sujets rapidement, et je vais développer quelques détails qu'on ne trouve pas sur Internet, chez les youtubeurs qui souvent racontent n'importe quoi. Bien, donc je résume l'affaire. L'IBA avait disqualifié les deux boxeuses l'année passée pour les International Boxing Association, disqualifiées car elles étaient des hommes pour eux, selon leurs tests. Elles étaient des hommes au cariotype 46XY. XY détermine le sexe masculin mâle biologique. Et pour l'IBA, les choses sont claires. XX, tu es une femme. XY, tu es un homme. Donc tu vas concourir dans la catégorie féminine ou masculine, peu importe quel soit ton phénotype, ton apparence physique, ta morphologie, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ton identification ou la manière dont tu t'autodétermines de genre femme ou de genre homme ou de genre bi ou de genre intermédiaire, pour eux, ça n'a aucune importance. Et la biologie dit la même chose. La biologie dit que le sexe biologique est déterminé par la fécondation. Un petit spermatozoïde féconde un ovule qui lui est chargé en demi, avec le demi-patrimoine génétique et un X. Alors que le spermatozoïde a un demi-patrimoine génétique plus un Y ou un X. Si c'est un Y, le résultat va être un œuf XY, mâle. Si c'est un X, ça sera un œuf XX, femelle. Ensuite, toute la suite, toutes les cellules qui vont découler de cet œuf originel vont être XX ou XY. Dans les cas normaux, il y a des cas de chromosomes surnuméraires ensuite à cause d'accidents. Ça donne des malformations. Ça donne des problèmes qui excluent ces gens-là de compétition. Ils peuvent vivre très bien, mais aucun n'est dans la compétition parce que ce sont des conséquences parfois assez graves. Et on les connaît très bien. Donc, dans les cas normaux, XX ou XY, mâle ou femelle. Et donc voilà pourquoi elles ont été disqualifiées. Maintenant, ce qui se passe avec ces deux-là, c'est que probablement elles ont été assignées par le médecin comme filles, ont vécu comme filles toute leur vie, ont été considérées filles, elles ont été scolarisées comme filles, et tout le monde, elles se sont crues filles elles-mêmes, elles étaient filles de genre féminin, genre psychosocial. Ça, c'est indépendant de la biologie. Que tu te considères fille ou que tu te voies comme fille ne change pas ta biologie. C'est indépendant. Le sexe et le genre sont indépendants, sont dissociés. Dans la plupart des cas, le sexe biologique résulte en identification. Si c'était femelle, tu te considères femme parce que tout le monde va te considérer femme depuis toute petite. Mais dans ces cas-là, dans les cas de Iman Khelif, ce qui s'est passé, donc il y a un lien. Mais ce n'est pas un lien biologique, il y a un lien direct. Le genre est la conséquence du sexe biologique parce que le fait d'être considéré, avoir été assigné femme, tu vas être élevé comme une femme et donc tu vas te considérer femme. Mais dans le cas d'Iman Khelif, le médecin a vu un bébé mal différencié, c'est un garçon, mais avec un zizi qu'il a pris pour un clitoris de bébé, de fille, et d'autres organes externes des génitaux mal différenciés en garçon, qui fait qu'il a cru que c'était une fille. Et voilà. Voilà l'histoire d'Iman Khelif. Ensuite, à l'adolescence, certainement Iman Khelif a dû se dire, mais attendez maman, il se passe quelque chose, je n'ai pas de sein, je ne suis pas comme les autres filles, je n'ai pas de règles. Donc tôt ou tard, elle a dû me consulter et le médecin en Algérie, il y a des bons médecins qui ont dû
voir qu'il se passait quelque chose, et ils ont dû voir ce qui s'est passé. Et Iman Khelif savait très bien ce qui se passait avant d'entrer dans les Jeux Olympiques. Hein. Faut pas qu'on me dise raconte des bobards. C'est très improbable qu'il ne le sache pas. D'ailleurs, on sait, parce que l'entraîneur français de Iman Khelif avait vu les tests XY de l'IBA avec le karyotype 46XY. Donc elle savait très bien. Et en plus, il lui a fait faire comme elle avait un niveau de testostérone de garçon, puisqu'elle a des testicules de garçon qui fonctionnent parfaitement, elle lui a fait baisser son niveau de testostérone par des bloquants pour être éligible aux Jeux Olympiques, qui eux parfois testent le niveau de testostérone, mais ils ne le font même pas. Ils ne l'ont même pas fait pour elle. Ce qu'ils ont fait pour elle, c'est de voir le passeport du genre féminin et se dit bah elle est femme parce qu'elle a toujours vécu en femme, ce qui est une aberration. C'est hallucinant que les gars que les gens du CIO aient fait ça. Mais ça va, ça va faire la polémique et ça va faire par la suite des mesures qui vont être prises plus fermes pour ça parce que c'est un vrai problème. Donc voilà, bon ça c'est voilà l'histoire. Maintenant, ceux qui disent qu'il n'y a pas de preuves, etc., il n'y a pas de preuves de ces tests-là parce qu'ils ne peuvent pas être publiés. Ce sont des tests médicaux, confidentiels, secret médical. Sans l'accord des deux parties, de Iman Khelif ou de la taïwanaise, ils ne peuvent pas être diffusés ou sans l'ordre d'un juge. Mais il s'est passé la même chose avec Kasser Semenya. Il n'y avait pas de preuves, mais on l'a soupçonné aussi. Puis après on a su, parce qu'elle avait été portée plainte au comité international olympique, au comité international du sport à Lausanne, d'arbitrage international. Et donc, du coup, les tests ont été divulgués. Elle était 46 XY, tout simplement, avec un désordre de développement. Le même probablement que Castlevania et Iman Khelif, hein, le même probablement que Iman Khelif et la taïwanaise. Et par contre, comme celle-ci, ces deux-là, quand elles ont reçu la lettre de non-admission, d'exclusion de la compétition féminine par l'IBA, elles ont signé. Elles n'ont pas fait opposition. Iman Khelif a fait opposition, a tenté de faire opposition, puis s'est rétracté, sachant que ce n'était pas une peine perdue. Elle sait très bien qu'elle est XY. Et maintenant, on sait un peu, par déduction, on sait ce qu'elle doit avoir, la même chose que Castlevania, une déficience de 5-alpha réductase, une protéine d'origine, donc une déficience d'origine génétique aussi, mais pas sur le chromosome Y, c'est porté sur un autre chromosome, qui fait que cette 5-ARD, par son absence, cette enzyme n'arrive pas à transformer une partie du testostérone en DHT, en dihydrotestostéronase, je ne sais pas comment ça s'appelle, en dihydrotestostérone. DHT. Ce DHT, c'est un dérivé donc, du testostérone que fabrique le bébé, le fœtus, très, très précocement par les testicules, et une partie de ce testostérone transformé en DHT, il est absent chez Iman Khelif. Du coup, comme ce DHT n'est pas négligeable, mais c'est un très puissant androgène, et une puissance très forte dans les étapes précoces du développement, pour les organes externes notamment. Donc le scrotum, la transformation du scrotum en mâle, dans la voie masculine, la transformation du clitoris en pénis, tout ça, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas eu. Et donc, il n'a pas eu un pénis suffisamment développé. Et donc, une mauvaise différenciation donc des organes non achevés qui ont fait que le médecin qui l'a assigné fille à la naissance s'est trompé. Et qui fait qu'elle-même s'est crue fille jusqu'à une certaine période. Parce qu'à une certaine période de la vie, le testostérone qui lui fonctionne, sans DHT, le testostérone par les testicules qui lui va baigner le corps, va la transformer en garçon de plus en plus, y compris va avoir un impact sur le pénis, qui va le faire grandir un peu plus, mais pas suffisamment pour en faire un garçon complet. Mais donc Iman Khelif fait des garçons à 99% de la constitution, sauf les organes externes intimes, qui eux, on ne peut pas les voir, mais on peut les supposer comment ils sont.
pas de sein, elle a en tout cas pas d'ovaire, pas d'utérus, etc. Elle a des testicules, quoi. Et c'est un garçon, mais qui ne sont pas descendus. Ces testicules sont restés probablement au milieu de l'abdomen, au bas de l'abdomen, voilà, comme c'était le cas chez Caster Semenya. Les bourses, elle avait des sortes de bourses vides, voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe. Donc ces thèses ne pourront jamais être publiées, mais un jour ils le seront. Pour le cas de Caster Semenya, on n'a pas attendu que le CIS les publie. Des Russes avaient déjà piqué cette information, ils l'avaient publiée avant même que ça passe au comité international au comité d'arbitrage international à Lausanne. Donc on savait déjà, on avait déjà vu ça sur Internet. On savait qu'elle était 46Y avec un 5 alpha-réductase. Voilà. On connaissait tout. On a tout vu. Tous ceux qui fouillaient chez les Russes l'ont vu, l'ont su. Et pour Caster Semenya, c'est par petites pièces, c'est diffusé. Dernière chose que je voudrais dire sur les tests absents. Dans la documentation de l'IBA, on a plein d'éléments sur ces tests. Il y a eu deux tests complémentaires qui ont donné la même chose, qui ont confirmé l'un l'autre, à Istanbul et à New Delhi, en deux périodes différentes, à quelques mois de décalage près. Il fallait confirmation. Sur le karyotype, il y a eu des photos du karyotype envoyé, deux photos. Une des autosomes, des chromosomes autosomes, 22 paires, normal, et une autre des chromosomes déterminant le sexe, XY, pour les deux boxeuses. Ces deux boxeuses ont signé la lettre, comme quoi elles acceptaient leur exclusion. L'affaire pourrait s'arrêter là, mais l'affaire a continué parce que le CIOS, le CIO, le comité olympique, les a rendus éligibles par le passeport, par l'assignation du passeport et par le fait qu'ils ont vécu comme femmes de genre psychosocial femme, mais non pas de sexe biologique mâle. Ni sexe biologique mâle, ni sexe phénotypique mâle, parce qu'elles n'ont pas grand-chose de femelle, hein. Ni sexe phénotypique femelle non plus, ni sexe gonadique, les gonades, l'ovogénèse est opposée à spermatogénèse. On fabrique des spermatozoïdes tout petits avec une petite queue qui leur permet de nager la brasse, et où on fabrique, on a une machinerie pour l'ovogénèse qui fabrique des énormes œufs, 1000 à 2000 fois plus grands que le sperme, qui fabrique des ovules, hein, X ou X, et le sperme c'est X ou Y. Ce n'est pas la même chose, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de troisième sexe biologique, hein. Il y a mâle ou femelle. Les mammifères sont tous X ou Y, détermination sexuelle chromosomique, X ou Y. Donc XX ou XY. Il peut avoir différentes 23 paires d'autosomes, ou 22 paires, ou 24 paires, ou 48. Les chiens, c'est 78. Ça change. Mais la détermination sexuelle, elle est toujours binaire, dichotomique, XX ou XY. Et les ambiguïtés du développement, c'est ce dont on parle avec l'affaire féminin, c'est autre chose. Ça, c'est en biologie, il n'y a pas d'intersexe. Il y a deux sexes, l'un ou l'autre, mâle ou femelle, qui permet la reproduction. Et sinon, des phénotypes mal différenciés, mal achevés. Des filles qui ne sont pas complètement formées en femmes, des garçons qui ne sont pas totalement achevés différenciés en garçons, mais par défaut de ces différenciations, ils ne sont pas filles. Ils sont juste des organes qui ressemblent extérieurement à ceux d'une fille, ou d'une femelle, mais qui ne sont pas femelles. Tout simplement le fait d'avoir une similifente vaginale, c'est-à-dire par absence de suture de cette fente chez les garçons, vers le scrotum, ne fait pas des organes un vagin, c'est un simili-vagin. Voilà, le patron à différencier chez le fœtus, chez l'embryon, ne devient pas intermédiaire lorsqu'il y a un mauvais développement. C'est juste une similitude extérieure qui ressemble à une femme par défaut de masculinisation. Mais c'est bien le Y qui détermine le sexe masculin. Et lorsqu'il y a Y, c'est masculin, parce que dans le Y, il y a un SRY, un gène, principalement un gène SRY qui lui est le sexe, la détermination. Entre autres, il y en a d'autres, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Et, et même lorsque le SRY est dysfonctionnel, il n'y a pas de masculinisation, certaines personnes ont ça, ça n'en fait pas des filles pour autant. Ça reste des garçons qui n'ont pas développé leur masculinisation complètement, ils ne peuvent pas se reproduire, ils ont d'autres pépins. D'autres personnes ont une sorte d'insensibilité aux androgènes, totale ou partielle. Bon, total, ça fait des phénotypes qui ressemblent vraiment à des filles, mais dans le détail, ils ne sont pas des organes sexuels de femmes. Ils ont des organes sexuels mal différenciés en garçons, pas achevés en garçons. Ils n'ont ni utérus, ni ovaire, ni ovogénèse, ni règles, etc. D'accord. Mais extérieurement, ils peuvent vraiment ressembler à des femmes. Hein, et on s'y trompe. Hein, c'est et voilà, il y a quelques célébrités hein, qui sont réellement des femmes de phénotype avec des seins, parce que ils n'ont pas de testostérone. Le testostérone, ils le fabriquent, mais ils sont insensibles à ça. Donc ils ne peuvent pas l'exploiter. Et donc leurs seins se sont développés parce que nous avons aussi nous avons des androgènes, nous avons des œstrogènes. Et donc, par défaut de testostérone, les seins se développent chez le garçon. Ce sont des actes, voilà. Donc, dans ces cas-là, on pourrait, pourquoi pas, moi je suis ouvert d'esprit, on peut dire qu'ils sont un phénotype très, très féminin d'apparence, mais ça reste réellement, ça ne résiste pas à une analyse biologique. Et voilà. Et donc, une dernière chose, pour les tests de New Delhi et d'Istanbul, les photos ont été envoyées, Istanbul, ils ont utilisé la technique Fish, avec une sorte un demi-brin mis dans une soupe, avec les restes. Quand il est phosphorescent, il est fluorescent, pardon. Et quand il se trouve sur sa parité, sa complémentarité, et ben il se colle. Et donc on voit, par exemple, si on cherche une séquence du gène SRY masculin, on le met dans le jus, et puis cette amorce, et elle va se coller à son complémentaire. Si elle ne se colle nulle part, c'est qu'il n'y a pas de complémentaire, que c'est une fille. Si elle se colle quelque part sur un brin de chromosome, c'est qu'il a trouvé sa parité. Donc le A avec le T, le C avec le G, et il a trouvé sa parité, et c'est un garçon. Voilà. Sinon, on peut le faire par d'autres moyens, très simples, hein, et on peut voir s'ils sont des femmes ou des garçons. C'est 100% de certitude, hein, ce genre de choses. Hein. Si par ultrason, comme on fait avec les bébés, hein, on fait des ultrasons sur le bas-ventre, et puis on verra si c'est des organes féminins. Donc, quand le CIO a dit il n'y a pas moyen de savoir si de test scientifique pour savoir si quelqu'un est femme ou garçon, femme ou homme, c'est une absurdité absolue, quoi. Parce que rien que, anecdote, un très ancien manière de tester si on est garçon ou fille, c'est avec un microscope un jouet d'enfant, qu'il suffit qu'il agrandisse une cinquantaine de fois. On peut voir par là, sur de la salive, on la met sur la plaquette transparente, on met un peu de colorant, et on allume le microscope, un petit rayon dessus, et on voit le chromosome condensé, le X condensé dans le noyau, sur la paroi du noyau. Ce X condensé, on le verra dans tous les noyaux de chaque cellule. Peut-être dans certains, on ne le verra pas bien parce qu'elle est mal tournée, mais il y a toujours un X condensé dans chaque noyau. Et sur une cinquantaine de cellules qu'on verra au microscope, à agrandissement 50 fois, on tombera sur le X condensé. Et donc, du coup, c'est une fille, à 100% de certitude. S'il n'y en a pas, c'est que ce n'est pas une fille. Voilà. Et ça ne coûte rien de faire ça, ça prend 10 minutes, hein, vraiment. Et donc, il y a d'autres manières de tester, par PCR. Voilà. PCR, c'est un chauffe-eau qui amplifie la séquence voulue, et à chaque cycle, il double cette séquence. Donc, au bout de X cycles, d'une vingtaine de cycles, il y a tellement de cette même séquence qu'on la retrouve facilement. Si on ne la retrouve pas, c'est qu'il n'y avait pas dans la soupe originale cette séquence-là. Et donc, c'était une fille. Voilà. Il y a d'autres manières encore. Il y a encore d'autres manières de chercher. Des tests, en faisant 2 tests complémentaires, on a 100% de certitude si c'est un garçon ou une fille. C'est simple. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Juste une dernière chose. Le laboratoire de Luxembourg, c'est un laboratoire d'analyse médicale extrêmement sérieux. On a l'adresse et le nom
dans la documentation IBA. Et pour celui de New Delhi, c'est le Dr. Pat's Lab. On a aussi l'adresse au siège à New Delhi. C'est peut-être un des plus grands laboratoires du monde d'analyse médicale. Ils ont 2000 succursales pour récolte des échantillons biologiques médicaux dans le nord de l'Inde. 2000. Et leur siège social, il fait à peu près 8 étages, uniquement de Dr. Pat's Lab. On voit des photos, hein. Ils sont à la pointe de la technique, ils ont tout. Ils ont un catalogue de plus de 15 000 tests différents d'analyse médicale, que ce soit pour le diabète, pour des tests génétiques de telle maladie polysémique, de telle maladie polygénétique, monogénétique, tout, ils ont tout, ils ont tout. Tests sanguins, d'urine, de tout, voilà. Donc test de grossesse, test de féminité, pour eux c'est une routine, hein. S'ils disent qu'elle n'est pas éligible au test de féminité, c'est qu'elle est un garçon, et c'était 100% de certitude. Il n'y a aucune raison de douter de ces laboratoires sont assermentés, ce sont des médecins ou des laboratoires certifiés, assermentés qui les valident, qui signent. Ils sont accrédités par l'IBA, accrédités, ils travaillent pour d'autres laboratoires, pour d'autres organisations sportives. Il n'y a absolument aucune raison de douter de la crédibilité de ça. Mais aucune, hein, aucune. Hein. Même si on n'a pas la publication, pour l'instant, des tests.